Bon, les gars, vous savez ce que le général de Gaulle disait à propos de la vieillesse? C'est un naufrage. Et on en a eu une très bonne image il y a pas très longtemps avec Jean-Luc Mélenchon qui était en déplacement pour le Festival d'Avignon. Et à cette occasion, on lui a demandé ce qu'il pensait de la candidature de Marine Le Pen et il a répondu en des termes extrêmement secs qui rompaient totalement avec les petites mimiques complètement grabataires qu'il était en train de faire avec sa paille et son verre de jus de fruits. C'était absolument pathétique et franchement ridicule. Mais malheureusement, une fois encore, la plupart des gens n'ont retenu que ça. C'est-à-dire qu'ils ont retenu Mélenchon ridicule, la petite phrase, et ça faisait une petite séquence virale sur les réseaux sociaux qui a bien occupé la plèbe pendant 24 ou 48 heures. Mais est-ce que vous êtes déjà intéressé à, petit 1, ce que Mélenchon faisait sur place, et petit 2, ce qu'il dit juste après? Parce que moi j'ai fait le boulot, et ce que j'ai découvert est extrêmement intéressant et extrêmement révélateur de la mentalité de la gauche par rapport à la culture d'une part, et de la mentalité de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la politique d'autre part. Et vous allez voir, tout ça, c'est pile poil dans les thématiques que j'adore aborder avec vous sur cette chaîne. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, boostez cet épisode si vous le regardez sur mobile, et puis passez à la Giberne pour vous régaler. On a sorti des très bons bouquins qui vont vous plaire et dont on va reparler tout au long de cette vidéo. Alors, venez vous régaler et on se retrouve après le générique. C'est parti! Alors, avant de commencer, un petit peu de contexte. Que faisait Jean-Luc Mélenchon à Avignon? Eh bah c'est très simple, au moment où cette vidéo a été enregistrée, c'était le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est le plus grand festival de théâtre français, qui est extrêmement connu à l'intérieur de la France, et finalement très peu connu à l'extérieur de la France. C'est vraiment un événement franco-français, où environ 90 à 95% des gens qui viennent voir les spectacles du festival sont déjà des Français. Donc autant vous dire qu'on compare souvent le Festival de Cannes pour le cinéma au Festival d'Avignon pour le théâtre, mais il y a une différence majeure, c'est que Cannes, ça rayonne à l'international, alors que le Festival d'Avignon, pas trop. Mais il n'empêche que c'est quand même une grosse structure qui touchait quand même plus de 7,5 millions de subventions annuelles en 2010, donc j'aime autant vous dire que ça a dû bien monter depuis et qu'on doit avoir aujourd'hui allègrement dépassé la barre des 10 millions. Combien ? Et tel un requin attiré par le sang, le gauchiste est attiré par la subvention et donc Jean-Luc Mélenchon était venu au Festival d'Avignon. Et c'était d'ailleurs assez habile d'un point de vue politique, déjà parce que dans le milieu de la culture, la gauche est vraiment dans une petite bulle qu'elle contrôle à la perfection depuis l'après-guerre, on va en reparler, et puis d'autre part parce que dans ses rangs, Jean-Luc Mélenchon, il compte le député d'Avignon, un certain Raphaël Archenot, que vous connaissez plus sous le nom de Raphaël Arnaud, c'est-à-dire un gars qui a été impliqué, de loin mais de pas trop loin quand même, dans la mort de Quentin de Ranc, ce militant de droite qui a été passé à tabac et assassiné par des potes de Raphaël Arnaud précisément. Donc en termes de direction artistique, vous pouvez vous dire qu'on est quelque part entre l'international communiste et des milices fascistes dans les rues de Berlin en 1930, donc il y a quand même un grand écart qui est assez intéressant et qui est assez révélateur de l'état de la gauche en général aujourd'hui, mais pas de panique, on va avoir l'occasion de reprendre tout ça ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de la séquence que vous connaissez tous, c'est-à-dire la séquence où il parle de Marine Le Pen, et on enchaînera ensuite sur les choses intéressantes qu'il dit juste après. Enfin intéressantes, éclairantes du moins. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? Je m'en fous. Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre. Bah oui, probablement Jean-Luc, parce que t'es le candidat le plus naturel à gauche aujourd'hui, et comme Marine Le Pen est une gigantesque gauchiste, je pense que effectivement, t'aurais toutes tes chances pour la battre. Nique ta mère. Bon alors, je dis ça pour troller, je suis tout à fait conscient que Mélenchon perdrait face à Marine Le Pen dans un deuxième tour, et que tous les instituts de sondage à ce stade sont parfaitement unanimes là-dessus. Bon, même si les instituts de sondage peuvent se tromper, mais franchement à ce niveau-là de décalage, on peut se dire qu'il n'y a pas de marge d'erreur dont il faut tenir compte. Mais donc tout ça pour dire que c'est ça la petite séquence que les gens ont retenue, Mélenchon qui pavoisait, qui était sûr de lui, qui était absolument certain qu'il allait réussir à battre le RN en cas de duel contre eux au deuxième tour de la présidentielle, et ça a ulcéré, y compris dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, des gens qui étaient de gauche, voire d'extrême gauche, mais qui ont trouvé que son attitude était à la fois patriarcale et masculiniste, ce qui est quand même extrêmement drôle, et d'autre part qui faisait preuve d'un caractère extrêmement présomptueux, et ça c'est plein d'ironie à travers l'histoire si vous y réfléchissez un peu, parce que Mélenchon il a quand même été ministre sous le gouvernement Jospin, et Jospin c'est le mec qui était sûr et certain de battre Chirac en 2002 à la présidentielle, et il a même pas accédé au deuxième tour. Donc Mélenchon, il est déjà un peu gravataire, il a un peu oublié les leçons de l'histoire, mais c'est pas le sujet sur lequel j'ai envie de m'attarder avec vous aujourd'hui, parce que plein d'autres personnes l'ont fait, et que globalement c'est pas le plus intéressant. On va voir ce qu'il dit juste après, quand il parle des raisons pour lesquelles il est venu à Avignon. Ça c'est nettement plus intéressant. Là, ici, c'est Avignon, je suis venu pour ça. Je viens pas pour utiliser la situation pour parler d'autre chose que de culture. Non, pas du tout.
C'est pas ton genre de manipuler des situations, Jean-Luc. Non, c'est pas ton genre de venir à un événement culturel marqué à gauche et vraiment ontologiquement de gauche, contrôlé par un secteur qui est lui-même complètement à l'extrême gauche depuis la Libération et depuis que De Gaulle a laissé la main mise sur la culture et l'éducation aux communistes. Non, c'est vraiment pas ton genre. C'est vraiment pas toi, le gros et gras sénateur socialiste, formé dans les pires écoles du vice républicaine, qui pourrait s'abaisser à ce genre de petite manigance politicienne. Ça franchement, oh là là, quelle erreur, quelle indignité. Bon allez, je m'étends pas plus longtemps, mais vous voyez qu'il commence déjà très mal papy parce qu'il essaye de nous emboucaner avant même d'avoir commencé à débiter ses sornettes. On est venu ici pour défendre la vie elle-même. Alors vous voyez, ça c'est typiquement les petites phrases de gauche et d'extrême gauche complètement vides de sens mais qui permettent de se donner bonne conscience. On est venu défendre la vie elle-même. Jean-Luc, t'es pas en train de défendre des enfants qui meurent. Jean-Luc, t'es pas en train de défendre des petits vieux qui sont en train de crever en EHPAD. Jean-Luc, t'es pas en train de défendre des salariés qui perdent leur boulot ou des gens qui ont des gros problèmes à cause de l'État. Non, t'es venu pour défendre un aspect culturel. Alors remets les choses à leur juste place, s'il te plaît. Pendant que tu pavoisais à Avignon, à peu près dans la même temporalité politique, il y a quand même eu le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur l'euthanasie en France. Une loi à laquelle je suis drastiquement opposé, j'ai déjà donné mes arguments dans d'autres vidéos donc je vais pas revenir là-dessus, mais il me semble que si tu voulais défendre la vie elle-même, tu pourrais peut-être commencer par défendre la vie des gens qui sont malades, qui sont en bout de course et dont le système républicain entend se débarrasser avec leur accord plus ou moins contrefait à brève et moyenne échéance. Et puis d'autre part, si tu voulais vraiment défendre la vie elle-même, pourquoi est-ce que tu fais partie d'un parti politique qui défend l'héritage de Michel Foucault et donc le fait de relâcher des criminels et de ne plus appliquer la peine de mort, ce qui ne protège plus efficacement la population? Et puis j'étais vraiment taquin, je pourrais aller te chercher sur la question de l'avortement, qui est un des grands combats de la gauche aussi de façon générale. Alors, c'est un débat extrêmement compliqué et j'en ai bien conscience, l'avortement, donc je vais pas aller là-dessus, mais tout ça pour dire que tu n'es pas là pour défendre la vie de façon générale et essayer de dire que l'art c'est la vie et que le vrai combat pour l'art c'est un combat pour la vie, ce sont des phrases de grands bourgeois complètement hors sol qui se payent de grands mots et de grandes citations, mais c'est complètement décorrélé de la réalité matérielle la plus évidente et la plus concrète. Donc Jean-Luc, tu es ridicule, retourne en EHPAD avant que ça tourne mal, c'est mon dernier avertissement. Alors, qui est candidat des fascistes? Quelle est la différence? À la fin, c'est le même coup de marteau à prendre sur la tête. Alors je trouve ça encore une fois très drôle quand Jean-Luc Mélenchon nous parle de coups de marteau à prendre sur la tête, parce que Jean-Luc Mélenchon il a commencé sa carrière en étant trotskiste, d'ailleurs comme Lionel Jospin, et Trotsky c'est un mec qui a fini avec un coup de piolet qui avait été asséné par un espion soviétique envoyé par Staline. Donc parler de terminer sa carrière en prenant un coup de marteau dans la tête, c'est peut-être un peu prémonitoire mais pas pour le bord politique auquel il pense. Voilà, c'est pas une menace, c'est juste un constat historique. Jean-Luc, fais attention, révise tes classiques, t'es en train de lâcher la rampe totalement, et c'est pas en t'agrippant à ton fauteuil que tu vas t'en tirer. C'est terrible. On les battra parce que ce qu'ils font commence déjà à dégoûter les gens avant qu'ils aient eu le temps de commencer vraiment dans les villes. Ils sont un instrument de normalisation. Mais vous vous rendez compte que le gars est en pleine inversion accusatoire, c'est terrible, parce que le parti qui commence à révulser les gens et à agacer les gens prodigieusement, y compris dans les villes qui sont quand même historiquement leur bastion, c'est l'extrême gauche et LFI de façon générale. Donc ceux qui ont tout à perdre à ouvrir trop leur bouche, c'est typiquement le camp de LFI et de leurs vassaux. Donc là vraiment encore une fois il y a quelque chose qui va absolument pas. Le gars est en train de se tirer à la roquette dans la roquette qu'il a déjà tirée dans la roquette qu'il a déjà tirée dans son pied. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est Rocketception, le mec fait des contre son camp absolument terribles, il est en train de mettre 8-0 à sa propre équipe en 2 minutes sur un format short qu'il a lui-même posté sur sa propre chaîne YouTube. C'est-à-dire que le community manager de Mélenchon, je sais pas si c'est toujours Antoine Léaumont, mais si c'est lui ça m'étonne pas vu le niveau cognitif d'Antoine Léaumont, il s'est dit « Ah mais c'est vachement bien, Mélenchon il a dead ça sa mère, on peut poster ça nickel, les gens vont se dire qu'il a raison. » Bah, je sais pas, à un moment donné, alignez 2 neurones et rendez-vous compte que le gars est en train de délirer complètement. Et il a même pas encore vraiment commencé à aborder le fond du sujet qui est la culture en elle-même. Vous allez voir, on va y venir maintenant. Il y a 2 mouvances politiques qui ont une politique culturelle. Nous et eux. Pourquoi? Parce que eux combattent ce qui a été dit tout à l'heure. Ils savent quels instruments extraordinaires de propagation des idées est l'activité culturelle. Alors là, on va reconnaître ce qui doit être reconnu, il a pas complètement tort. Quoi? Effectivement, il y a aujourd'hui 2 camps en France qui ont une certaine vision de la politique culturelle au sens le plus large. À l'extrême gauche, il y a une vision décoloniale extrêmement horizontale où tout se vaut, qui est extrêmement relativiste et où la culture est vassalisée par l'État via le système des subventions. Ça, c'est la vision de l'extrême gauche. Et à l'extrême droite, en tout cas dans la vision que ces gens ont de l'extrême droite, on a l'idée d'une culture beaucoup plus liée au terroir, beaucoup plus franchouillarde, beaucoup plus hiérarchisée, où tout ne se vaut pas, avec un apport très important sur la question du patrimoine, notamment du patrimoine médiéval, c'est-à-dire les châteaux, les recettes de cuisine, les pas de danse du Moyen-Âge, etc., etc. Et effectivement, au centre de l'échiquier politique, on a plutôt des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de culture française, comme le disait Macron lorsqu'il était candidat à la présidence en 2017. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française.
et des gens qui sont dans un espèce de statu quo où ils viennent picorer un peu à gauche et un peu à droite, donc en fait ils savent plus vraiment ce qu'ils pensent. Donc de ce point de vue-là, Mélenchon il a raison. Et l'autre point sur lequel il a raison, et tranquillisez-vous, après on en aura fini, il va dire plus que des bêtises, mais l'autre point sur lequel il a raison, c'est le fait que la culture est un moyen extrêmement efficace, redoutable et qui agit sur le temps long pour faire entendre ses idées et les propager au plus grand nombre. C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'un pan de la culture complètement dévoyé qui s'appelle la propagande. La propagande, c'est précisément utiliser les codes de la culture, c'est-à-dire faire des affiches, des films, des livres, des chansons, etc., pour diffuser des idées politiques et les marteler dans la tête des gens via des œuvres que les gens pourront consommer en baissant totalement leur garde et en oubliant qu'ils sont en train de regarder un contenu politique pour que ça pénètre bien profondément dans leur méninge et dans leur cerveau. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que les gens peuvent faire la part des choses, ils peuvent se reprendre, ils peuvent rejeter l'œuvre parce qu'elle leur plaît pas pour des raisons esthétiques. Bon, il y a plein de questions qui peuvent rentrer en ligne de compte là-dedans, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la propagande, c'est vraiment la culture telle que Mélenchon l'imagine. Et encore une fois, on voit bien que c'est un communiste. Le communisme, c'est vraiment la branche culturelle qui a mis en avant cette façon de faire de la culture et de la diffuser au plus grand nombre. Mais là où il faut quand même lui donner raison, c'est que même hors de la propagande, la diffusion des idées se fait largement par la culture. D'ailleurs, une phrase que j'aime bien en matière de littérature, c'est de dire qu'il y a plus de philosophie dans un bon roman que dans un bon traité de philosophie. Parce que souvent, le roman, il vulgarise ces questions. Si vous prenez les frères Karamazov de Dostoïevski, par exemple, des questions sur la justice, sur la fatalité, sur le destin ou sur la loi, vous en trouvez à plein de niveaux. Et elles sont mises en action de façon beaucoup plus convaincante et beaucoup plus facile à assimiler que dans un traité de philosophie un peu rigide et un peu aride. Et si vous prenez L'homme qui rit de Victor Hugo, vous avez une réflexion sur les mérites et les limites d'un système aristocratique et monarchique de façon beaucoup plus agréable à lire et en même temps beaucoup plus poussée que dans beaucoup de traités de philosophie politique. Donc ça, je suis d'accord avec lui. Mais vous allez voir ce qu'il en fait juste après, et là ça va pas du tout. Parce que les êtres humains ne sont pas faits que de raisonnement, ils sont faits d'affect. Vous partagez la souffrance de quelqu'un d'autre, et dès lors vous vous interrogez sur la cause de cette souffrance. Et si ça vous paraît une cause à laquelle on peut mettre fin, vous voulez y mettre fin. Demandez-vous pourquoi tous ces gens défendent ces malheureux Palestiniens. C'est parce qu'ils s'identifient à eux. Donc leur attitude est une attitude qui procède autant de l'affect, de notre similitude d'être humain, que de nos raisonnements. Alors oui, précisément Jean-Luc, je suis d'accord avec toi, l'être humain est à la fois un être d'affect et de raisonnement. Je dirais même, pour aller encore plus dans ton sens, que l'être humain est chronologiquement d'abord un être d'affect et ensuite un être de raisonnement. Comme disait le goth de la philosophie Spinoza, on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, on la trouve bonne parce qu'on la désire. Et très souvent, on choisit ses combats politiques ou ses choix esthétiques en matière de cinéma, de littérature, de musique, etc. D'abord pour des raisons extra-artistiques, c'est-à-dire pour l'image que ça renvoie, comment ça vous situe dans le champ social, et en même temps le degré de coolitude qu'on associe à ce genre de courant, avant de trouver des vertus et des mérites aux productions artistiques en elles-mêmes. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a d'abord de l'affect et ensuite du raisonnement. C'est-à-dire qu'on commence par ressentir et ensuite on construit un peu rétrospectivement par-dessus ces affects et ces impressions qu'on a eues au début. Mais là où tu es implicitement d'une terrible mauvaise foi, c'est que tous les êtres humains sont comme ça, à droite comme à gauche. Les gens vont avoir des ressentis par exemple liés à l'insécurité, liés à la pression fiscale, liés à l'héritage français qui est bafoué, et ils vont construire des raisonnements par rapport à ça. Et à gauche, les gens vont avoir des ressentis par rapport au racisme systémique, à l'immigration qui est une chance pour la France, aux injustices sociales et aux écarts de salaire, et ils vont construire des raisonnements par rapport à ça. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les ressentis sont forcément invalidés dans un cas ou dans l'autre ou dans les deux, et ça ne veut pas non plus dire que les raisonnements qui en découlent sont forcément valides. La culture, elle peut donc complètement être mise au service de choses qui sont extrêmement malsaines, voire extrêmement fausses. Et en toute bonne foi, des tas d'artistes peuvent se tromper. Il y a qu'à voir le nombre d'écrivains qui ont pensé quelque chose avant de retourner leur veste au cours de leur vie, c'est absolument effarant. Je veux dire, si tu prends quelqu'un comme Victor Hugo, pour citer un exemple très connu, Victor Hugo, il a commencé en étant plutôt royaliste et même très royaliste, et il a fini extrêmement républicain. Et dans l'autre sens, quelqu'un comme Barès, il a été anti-Dreyfusard et assez largement antisémite tout au long de sa vie, et sur les dernières années de sa vie, à partir de la guerre de 14, en voyant le sacrifice des poilus juifs, il a complètement revu sa position et il a mis une citerne d'eau dans son vin au niveau de l'antisémitisme. Donc, ce qu'on voit bien ici, c'est qu'à gauche comme à droite, les choses peuvent évoluer et tu peux pas avoir une vision absolument monolithique et sur tableau noir comme tu es en train de nous la développer. Donc déjà, rien que ça va pas. Donc à ce stade, la seule chance de Papy Mélenchon pour se rattraper, c'est de nous expliquer de façon extrêmement simple, claire, limpide et convaincante, j'ai envie de dire même irréfutable, la différence entre une politique culturelle de gauche et une politique culturelle de droite. Et ça a intérêt à être convaincant. J'écoute. Alors nous, on met la culture comme un moment de partage. Autrement dit, de similitude. Eux, ils mettent la culture comme un moment de mise en ordre. Quel ordre? C'est un faux ordre. Leur ordre, c'est la hiérarchisation. Il y a ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Leur propos culturel, c'est ça. Alors il y a toutes sortes de discours qui vont avec ça. Mais la construction, on la connaît. C'est une hiérarchisation. Alors, en haut, les blancs. Tous les autres après. En haut, les hommes. Les femmes après. Bah alors Jean-Luc, on oublie les yels non-binaires sans genre qui s'identifient à des tricycles africains?
c'est pas très inclusif tout ça. Bon alors, blague à part, vous voyez que Mélenchon ici, il nous fait un sophisme assez classique. Nous, la gauche, on est le camp du peuple, de l'absence de hiérarchisation, tout est au même niveau, on met la culture en commun pour faire monter tout le monde, pour partager le maximum de choses avec un maximum de gens, et à droite, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la culture comme un moteur d'ordre pour créer une hiérarchie où tout en haut, il y a les hommes blancs patriarcaux, et tout en bas, il y a les femmes noires, unijambistes, immigrées, musulmanes, qui, elles, sont vraiment reléguées tout en bas de la civilisation et de la société. Bon alors, bien évidemment, c'est faux, déjà on pourrait dire qu'il y a beaucoup de hiérarchisation à gauche, y compris dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques temps, il y a eu un livre d'enquête qui a été publié et qui montre à la fois comment la hiérarchie de LFI est bien installée, et d'autre part, tous les petits abus de pouvoir et les rapports de puissance qu'il peut y avoir autour de Jean-Luc Mélenchon, parce que, comme tous les vieux, Jean-Luc Mélenchon, autour de lui, il a plein de gens qui essayent de s'accaparer un peu de son pouvoir et de son aura en le contrôlant, parce qu'un petit vieux, il est plus totalement autonome. Et puis, d'autre part, à droite, on pourrait dire qu'il n'y a pas tellement de hiérarchisation d'un point de vue culturel à droite. Alors oui, d'un point de vue philosophique, la droite c'est le camp de l'aristocratie, et Aristos en grec ça veut dire les premiers, donc oui, il y a une logique à droite de mettre en avant les gens qui sont les plus méritants, et de descendre petit à petit jusqu'à avoir les gens les moins méritants. C'est pour ça d'ailleurs que historiquement, la droite est plutôt partisane d'un suffrage censitaire, c'est-à-dire un suffrage où ce sont des gens qui possèdent des biens, qui ont des billes dans le pays, et qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des contributeurs nets, qui donnent leur avis, ou en tout cas dont l'avis a plus de valeur que l'avis du premier Pékin venu. Donc ça c'est vrai d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue culturel, il faut bien dire que la droite politique aujourd'hui en France, elle a beaucoup de mal à proposer un discours avec une hiérarchisation. Alors oui, il y a une vague logique de dire la culture française avant la culture du reste du monde, etc. Bon, ça c'est vrai, et en même temps, il faut bien que quelqu'un défende notre culture, sinon il y en aura plus. Mais il faut bien dire que le RN, il brille par son inculture et son absence de politique culturelle convaincante. Je veux dire, le camp qui s'approprie le moindre romancier, le moindre film, la moindre chanson, c'est en permanence l'extrême gauche qui a bien compris que c'était un moyen de toucher la jeunesse d'une part, et d'autre part un moyen de se mettre les artistes dans la poche. Et ça fait toujours des électeurs en plus. Alors que à droite, la politique culturelle, elle fait quand même très mal. On a très peu d'acteurs, d'écrivains ou d'artistes de façon générale qui rejoignent les rangs de la droite et de l'extrême droite. Et ça s'explique aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire que la droite et l'extrême droite, encore une fois, pas Marine Le Pen parce que c'est une gauchiste, mais ne serait-ce que quelqu'un comme Jordan Bardella, c'est des gens qui cherchent à réduire le volume des subventions accordées aux artistes, entre guillemets, d'État en France. Et donc évidemment, ils ont peu de soutien dans ce milieu-là. Le milieu des artistes, c'est un milieu qui est rempli, qui est farci de gauchistes, et quiconque sort du rang perd toute sa réputation professionnelle et donc tous ses futurs engagements et ses futurs cachets s'il s'avise de s'approcher un peu trop de la droite. Donc il faut 150 000 fois plus de courage à un artiste pour s'afficher authentiquement à droite qu'il n'en faut à ce même artiste pour s'afficher fermement à gauche. Et ça donne assez régulièrement des situations lunaires où on a des acteurs qui sont payés des blindes ou des écrivains millionnaires qui s'affichent pour la LFI ou pour des partis de gauche, alors que dans le même temps, tout dans leur mode de vie et leur sociabilité va plutôt dans le sens d'intérêt du côté de la droite. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps d'ailleurs la gauche caviar. Donc tout ça pour dire que Mélenchon, quand il oppose un peu frontalement ces deux visions de la culture, il est extrêmement malhonnête. Si on devait opposer un peu plus finement la vision de l'extrême gauche et de l'extrême droite en matière culturelle, on pourrait dire que l'extrême gauche, c'est la vision relativiste absolue. C'est-à-dire que la langue française n'est même plus une langue française, c'est la fameuse langue créole dont Mélenchon nous rabâche les oreilles en général, qu'il appelle aussi parfois la langue commune. On peut mettre au même niveau des chefs-d'œuvre du cinéma et des petits spectacles de marionnettes pour maternelle. On peut mettre sur un pied d'égalité des grands romanciers du 19e siècle et Annie Ernaux. Enfin bref, on peut être dans un relativisme absolu et généralisé. Et d'autre part, à droite, il y a effectivement une logique de hiérarchisation, mais pas pour dire que certaines choses ne doivent pas exister, pour dire que certaines choses doivent être défendues en priorité et doivent être étudiées en priorité, et que d'autres viennent après, et d'autres encore après, et d'autres encore après. En fait, aucun des deux camps ne s'oppose à l'existence des œuvres culturelles du patrimoine classique. Simplement, il y en a une qui dit que les œuvres d'il y a 1000 ans ou 2000 ans, qui ont été validées par le temps et écrites par des grands écrivains, valent autant que le dernier cacaboudin d'Annie Ernaux, et d'autre part, il y en a d'autres qui disent non, il faudrait peut-être quand même mettre au pinacle ce qui a été validé par la postérité littéraire, et dans un deuxième temps, redescendre couche par couche jusqu'à arriver au cacaboudin d'Annie Ernaux, qui est vraiment le niveau zéro de la littérature. C'est nul! Alors je suis bien conscient que j'ai été assez schématique dans ce que je viens de vous exposer, et j'ai bien conscience que dans les deux cas, c'est pas une solution parfaite, c'est pas une vision parfaite de la culture. Mais vous savez, de façon générale, la politique et la culture, ça se mélange relativement mal. C'est pour ça que la plupart des pays développés, et notamment des pays libéraux, n'ont pas de ministère de la culture. Il y en a pas aux États-Unis par exemple. En France, c'est une création complètement opportuniste de De Gaulle en 1959 pour faire plaisir à Malraux et essayer de ramener un peu la culture dans le sillage du gaullisme pour empêcher la mainmise des communistes sur ce sujet. Mais ça, je vais pas vous le raconter trop en détail parce que j'en ai fait une vidéo, donc
si ça vous intéresse, je vous la remets à l'écran et je vous invite à cliquer sur la petite fiche que je vous mets en haut à droite de l'écran. Comme ça, vous savez de quoi il en retourne. Mais pour terminer sur ce point, j'aimerais bien vous citer une phrase extrêmement connue de Charles Péguy, la fameuse phrase « Tout commence en mystique et tout termine en politique ». Et l'art, c'est plutôt du côté de la mystique. L'art, c'est plutôt ce qui vous transcende, ce qui vous dépasse, ce pourquoi vous oubliez vos clivages partisans et ce pourquoi vous êtes capable d'unir vos forces, y compris avec des gens avec lesquels vous ne seriez pas d'accord du tout d'un point de vue politique. Je veux dire, les gens qui ont construit les cathédrales, ils pensaient pas du tout de la même façon les uns par rapport aux autres, mais ils se sont mis d'accord pour construire des cathédrales, y compris Notre-Dame de Paris, qui est magnifique et qui a inspiré Victor Hugo. Et donc, quand un camp politique commence à s'approprier une œuvre d'art et à la simplifier encore et encore pour servir ses vues politiques en tordant son message originel en fonction de l'évolution du cours du vent et de la ligne du parti, on quitte la mystique artistique pour arriver en politique. Et on pourrait même dire en politique politicienne. Donc il y a vraiment un recul terrible en termes de qualité et de sens dans ce qui est produit. Donc Mélenchon, en fait, ce qu'il est en train de vous faire ici, vous pouvez le voir comme le pendant républicain et postmoderne d'une cérémonie médiévale dans laquelle un roi renouvelle son pouvoir sur une série de vassaux et sur un territoire. Les vassaux ici, ce sont les intermittents du spectacle du Festival d'Avignon, et le territoire, c'est l'espace culturel français. Il essaye de rappeler que la gauche a l'ascendant et le pouvoir complet sur la politique culturelle française. Et ça, je dois dire que c'est assez gerbant parce que le Festival d'Avignon, on n'en a pas trop parlé pour le moment, mais c'est une énorme escroquerie pour les petites compagnies de théâtre qui y participent. Pourquoi ? Parce qu'avec l'essor de ce phénomène et le fait qu'on le voit comme le plus grand festival de théâtre d'Europe occidentale et de France en particulier, eh bien ce qui se passe, c'est que le Festival d'Avignon, il attire tous les ans des petites compagnies de théâtre qui tirent le diable par la queue et qui n'ont pas beaucoup de moyens, et qui s'endettent considérablement, à la fois pour se loger et pour louer un théâtre, pour faire des spectacles, en espérant être repérés par des gros producteurs ou par des acteurs importants, ce qui leur permettrait d'accroître leur visibilité nationale. Sauf qu'en fait, en réalité, le Festival d'Avignon, c'est le paradis du copinage. Tout se joue à l'avance et dans des bureaux fermés entre gens de bonne compagnie qui se connaissent déjà, et donc il y a un décalage manifeste qui se met en place au sein même du Festival d'Avignon entre les officiels ou les semi-officiels et les petites compagnies indépendantes qui ont de plus en plus de mal à se faire entendre. Donc, dire que la gauche vient défendre la culture au Festival d'Avignon, qui est un des éléments qui étouffe les arts du spectacle et le théâtre en France aujourd'hui, c'est quand même un renversement de valeurs assez dégueulasse et bien digne d'un ancien sénateur socialiste. La boucle est bouclée, on peut reprendre. Tout leur discours est une construction de l'évidence de la hiérarchie entre les êtres humains, alors que notre expérience de la vie nous apprend exactement le contraire. Elle nous apprend que les hiérarchies sociales ne sont pas forcément les hiérarchies humaines, que des gens bons peuvent se trouver dans telle ou telle situation d'être dominés socialement, et d'autres dominés et être d'abjects pingouins. Voilà. Bah oui, précisément Mélenchon. Mais là, est-ce que tu viens pas de faire le contre-ton-camp le plus absolu de l'histoire ? Parce que la gauche nous répète depuis des années que ontologiquement le pauvre ou l'immigré par exemple sont forcément des gens bien parce qu'ils sont en bas de l'échelle, qui sont les damnés de la terre, qui sont les plus malmenés, etc. etc. Et maintenant tu nous dis qu'il peut y avoir des riches qui sont en réalité des gens bien et des gens qui sont dominés qui sont des gens mauvais. Bah, excuse-moi, mais ça c'est plutôt une pensée de droite pour le coup Mélenchon. C'est une pensée qui consiste à dire qu'il faut dépasser le clivage sociologique et les catégorisations bourdieusiennes mal comprises pour rendre à chacun sa vraie place dans la société. Et ça c'est une vision qui est au moins de centre-droit aujourd'hui. Et si on va même plus loin que ça, c'est une vision qui est digne du gaullisme. C'est une vision qui est digne des écrivains gaullistes qui ont entouré De Gaulle, comme c'était le cas avec Malraux, comme c'était le cas avec Romain Gary. Il y a quelque chose qui va vraiment pas dans ce que tu es en train de nous dire. Est-ce que tu te rends compte que là, tu viens de contredire absolument 40 ans de carrière au Parti Socialiste ? Quelque part, t'as eu de la chance que ton histoire avec la paille et ta suffisance sur Marine Le Pen occupe le début de cet extrait, parce que si les gens étaient arrivés jusque-là et qu'ils avaient aligné leurs 2 neurones, ils auraient vu que tu te contredis allègrement. Enfin, je veux dire, c'est un naufrage total. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Mélenchon, mais essaye de te reprendre, c'est terrible. Allez, je te laisse une dernière chance et après je te préviens, c'est une danette et au lit. Si je dis Antigone, il y en a plein qui comprennent et qui se disent « Ah ouais, moi j'ai vu au moins une fois ». Je sais qu'il peut y avoir des circonstances supérieures à toutes les autres, des lois humaines supérieures à toutes les lois, et je m'en fous de ce que ça va me coûter, je le fais. C'est ce qu'elle dit, elle. Ah, alors là ça me plaît un peu plus parce qu'il a cité une œuvre littéraire précise, donc on va pouvoir en discuter. Antigone, c'est une tragédie grecque écrite par Sophocle dans les années 440 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça raconte Antigone ? C'est l'histoire d'une des filles de Édipe. Édipe, vous savez, c'est celui qui, sans le savoir, a épousé sa mère et lui a fait des gosses, et il lui a fait 2 fils et 2 filles. Et quand Édipe meurt, après s'être rendu compte de son erreur terrible, une guerre éclate entre ses 2 fils pour le contrôle de la ville de Thèbes. Alors il y en a un qui va gagner par rapport à l'autre, et une fois que celui qui a gagné est assis sur le trône, il décide de refuser des obsèques et des honneurs dignes de ce nom à son frère. Et ça va provoquer la fureur d'une des filles d'Édipe, qui s'appelle Antigone, et qui va décider en secret de procéder aux funérailles interdites. Alors elle va le faire, et elle va être condamnée pour ça, à être enterrée vivante. Alors, s'en suivent dans la tragédie plein de négociations,
plein de débats sur quel était le droit à la mettre à mort et quel était le droit à refuser des funérailles décentes, etc., etc. Et à la fin, Antigone va être graciée, mais trop tard, elle s'est pendue entre-temps, et Créon, qui est devenu donc le nouveau roi de Thèbes, va se retirer du pouvoir devant ce désastre absolu. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec, ça n'a pas marché. Et le mythe d'Antigone, qui est extrêmement important en littérature, il a été repris par Anouilh dans les années 40 par exemple, donc c'est quelque chose qui a irrigué considérablement l'histoire littéraire et l'histoire intellectuelle occidentale. C'est une des questions les plus fondamentales du droit, c'est la différence entre le droit absolu et les règles juridiques en vigueur dans un pays ou un état à un instant T. Et toute la tragédie d'Antigone, elle consiste à interroger le décalage entre le droit qu'on pourrait dire naturel, et le droit qu'on pourrait dire effectif ou contractuel, pour employer des classifications qui n'étaient absolument pas en vigueur à l'époque de Sophocle. Et donc effectivement, Antigone est un vrai petit chef-d'œuvre, c'est une pièce absolument fondamentale pour comprendre la culture occidentale et pour comprendre justement la tendance des Occidentaux à remettre en cause les règles et à vouloir allier tradition et négociation sur les règles d'un point de vue politique, donc c'est un peu un des éléments les plus fondamentaux de la culture occidentale qui se déploie dans cette pièce, et donc on pourrait dire que Mélenchon il fait bien de mettre cette pièce en avant. On pourrait au moins lui rétorquer deux choses. La première, c'est qu'il dit que des gens ont entendu parler d'Antigone. Bon, à une époque où la testicroustisation problématique de la Nouvelle-France fait qu'ils ne savent même pas à quoi correspond le 14 juillet. Le 14 juillet, ça correspond à quoi? La fête nationale des feux d'artifice. Ok, mais pourquoi on fait les feux d'artifice? Je crois pour rendre hommage à quelqu'un, je crois, non? Non, t'es trompé. J'ai quand même quelques doutes sur le fait qu'ils se souviennent d'Antigone, ou même qu'ils aient lu Antigone, ou même que leur prof de français leur en ait parlé un jour. Parce que leur prof de français, quand ils leur font pas lire du Annie Ernaux ou du Delphine de Vigan, on se demande bien ce qu'ils arrivent à leur caser dans le crâne. Donc ça c'est la première chose, il y a une vision complètement angélique, boumeuse et déconnectée de la réalité chez Mélenchon, où il croit que les écoliers d'aujourd'hui ont le même capital culturel que les écoliers de 1950. Sauf que, précisément, toute la carrière de Mélenchon, ça a été d'abattre ça. Donc, il en reste rien. Et deuxième chose qu'on peut opposer à Mélenchon, c'est que Antigone, si on veut en faire une lecture moderne, c'est l'histoire d'une rebelle qui s'oppose au droit en vigueur à son époque. Or, le droit français aujourd'hui, il est extrêmement favorable aux gauchistes, notamment avec les subventions dont on a parlé aujourd'hui, mais aussi avec la loi sur la peine de mort, avec la loi sur l'euthanasie, avec les lois sur la liberté d'expression qui font qu'il est de plus en plus difficile de s'exprimer en Occident et en France de façon générale. Donc tout ça pour vous dire que quelqu'un qui s'opposerait aujourd'hui aux lois en vigueur, il aurait beaucoup plus de chances de s'opposer à la doxa de gauche que de s'opposer à la doxa de droite, dont il reste plus grand chose en France aujourd'hui. Et en fait, tout le sophisme de la gauche sur la question d'Antigone, c'est de dire, regardez, Antigone, elle s'est heurtée à des questions religieuses. Et nous, à gauche, on est contre les questions religieuses, on considère qu'il faut la séparation de l'Église et de l'État, Etc. Sauf que, précisément, Antigone, elle est du côté du droit religieux contre le droit contractuel, première chose, et deuxième chose, il s'agit de transposer et de moderniser le mythe d'Antigone pour le faire correspondre à notre époque, et de pas calquer les choses bêtement. Aujourd'hui, le nouveau clergé, c'est pas les curés. Aujourd'hui, le clergé qui a le plus de pouvoir et qui asphyxie la vie politique française, c'est pas le clergé catholique. C'est bien davantage le clergé gauchiste, parisien, franc-maçon, républicain, dont Mélenchon est l'incarnation absolument paroxystique. Donc, il y a quelque chose d'un naufrage absolu. Le gars a essayé de définir la culture dans un sens qui arrange absolument la gauche, alors qu'on lui a même pas posé la question. Le type est parti dans un tunnel tout seul, sans qu'on lui demande rien. Il s'est perdu dans son propre tunnel, et en bout de course, il est à deux doigts de nous faire son coming out en nous expliquant que finalement il est de droite. Donc bref, je crois qu'il est temps de débrancher Papy, et si vous comptiez un moment voter pour lui en 2027, revoyez votre copie parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Bon, de façon générale, si vous comptez voter et vous croyez encore dans le scam démocratique, je peux plus rien pour vous, mais au moins évitez de voter pour Mélenchon, parce que c'est vraiment la honte les gars. Et si vous voulez juger par vous-même tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je vous invite dans un premier temps à lire Antigone, parce que même si ça a 2400 ans, c'est quand même très très bon encore aujourd'hui. Je vous le mets aussi dans la version de Anouilh, si ça vous intéresse, pour voir comment un mythe peut être réinterprété et repris en main par des écrivains contemporains dans un contexte politique différent. On a parlé de Peggy, donc je vous en mets un petit peu en description, et puis on a parlé de Victor Hugo, donc je vous en mets aussi un petit peu. Voilà, faites votre marché, c'est l'été, ça va vous régaler, et je rappelle que sur le site de la Giberne, vous pouvez aussi trouver des bonnes lectures qui résonnent avec tout ce qu'on a dit maintenant. En particulier, puisque Mélenchon est obsédé par le péril de l'extrême droite, regardez Légion de Victor Di Donatellis, qui nous narre dans un thriller de SF des expérimentations scientifiques sordides qui ont eu lieu précisément sous le régime du petit moustachu en Allemagne dans les années 30 et 40. Au moins, là vous aurez de la vraie droite. Et puis si vous voulez comprendre comment la culture et la politique peuvent dialoguer et parfois se menacer mutuellement, je vous renvoie à Pays réel de votre serviteur ou à Objectif 23 d'Aurélien Chrétien, ça devrait vous plaire. Dans tous les cas, venez vous régaler, on livre partout dans le monde, les livraisons sont gratuites en France à partir de 3 livres commandés et avec un tarif réduit dès 2 livres commandés, je le dis pas assez souvent mais c'est le cas, version numérique, version audio, version papier, passe culture pour les plus jeunes, pas d'excuses pour ne pas vous régaler, oubliez le gras boomer de Mélenchon et les subventions d'État, soutenez les vrais artistes indépendants, soutenez ceux qui font vraiment vivre et rayonner la culture française, soutenez la Giberne, et on se retrouve en conclusion. Mélenchon, on dirait c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis.
Bon alors Mélenchon est complètement fou, on le savait. Mélenchon est complètement monomaniaque et obsédé par sa petite personne, on le savait. Mélenchon raconte tout et son contraire en fonction de ce qui lui passe par la caboche, on le savait. Mais ce qu'on découvre ici, c'est que même sur un sujet comme la culture, la gauche est tellement décérébrée aujourd'hui que même leur plus grand intellectuel officiel n'arrive plus à produire un discours cohérent sur le sujet. C'est absolument navrant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des contradictions de Mélenchon que j'ai oublié de pointer, parce qu'on n'est plus à ça près et le mec part dans tous les sens. Et je dois bien reconnaître que cette vidéo est une expertise absolue de la loi de Brandolini, cette loi qui dit qu'il faut plus de temps pour réfuter une bêtise que pour la proférer. C'est-à-dire que Mélenchon, il parle 5 secondes et ensuite il faut parler pendant 25 à 30 minutes pour arriver à remettre vraiment les pendules à l'heure et à expliquer où sont les véritables choses. Alors voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la booster, de la partager aux amis. Enfin bref, vous connaissez le schéma, je compte sur vous les gars. Et avant de partir, je voudrais faire un petit point d'organisation avec vous, très rapide. Depuis quelques mois maintenant, j'ai drastiquement augmenté le rythme des vidéos sur cette chaîne, en passant de 1 à 2 voire 3 vidéos par semaine. Mais là, il est temps que je me repose un peu, donc à partir de la semaine prochaine, vous n'aurez plus qu'une vidéo par semaine pendant l'été, une vidéo qui sortira le dimanche à 13h, c'est-à-dire l'horaire officiel, traditionnel des vidéos du Hussard, et je vous enjoins à regarder ces vidéos dès qu'elles sortent pour envoyer un signal positif à l'algorithme. Mais bon, je compte sur vous, je sais que vous savez le faire. À la rentrée, on verra pour la reprise du rythme des vidéos, mais dans tous les cas, une vidéo par semaine minimum, vous avez l'habitude et vous savez que ça roule. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez pas de vidéo mardi ou jeudi prochain, c'est prévu. Vous aurez peut-être encore un épisode de Bon à tirer, le podcast que j'anime avec Mos Maiorum dans les prochains jours. Et après, il est temps de se reposer un peu, pour vous comme pour moi. C'est l'occasion de rattraper votre retard de lecture. Passez à la giberne et passez en description. Régalez-vous et à très vite les gars. Allez, chargez!